Nommez la couleur de l'encre, pas le mot écrit. Le mot rouge imprimé en bleu. Vous devez répondre bleu. Et vous hésitez une fraction de seconde. Un test inventé en 1935 vient de faire trébucher les meilleurs modèles d'intelligence artificielle exactement là-dessus. Sur liste courte, ils réussissent, puis tout s'effondre. Épisode Test de Stroop, la faille d'attention des IA. Chapitre 1, l'expérience de 1935. Un test avec des mots colorés et ce qu'il révèle de ce que les machines n'ont pas. Commençons par le test lui-même parce qu'il est plus malin qu'il n'en a l'air. Il porte le nom de son inventeur, John Ridley Stroop, un psychologue américain qui le publie en 1935. Le principe tient en une consigne. On vous montre des mots de couleur, rouge, bleu, vert, mais imprimés dans une encre d'une autre couleur. Le mot vert écrit en encre rouge. Et on vous demande de nommer l'encre, pas de lire le mot. Essayez, c'est désarmant. Votre cerveau veut lire parce que lire est devenu automatique, vous ne pouvez plus vous en empêcher. Pour répondre correctement, il faut freiner cet automatisme et tenir la consigne contre lui. C'est exactement ça que le test mesure. Pas votre vocabulaire, pas votre culture des couleurs, votre capacité à inhiber une habitude pour rester concentré sur une règle. Voilà pourquoi, plus de 90 ans après, ce test reste l'un des plus utilisés de toute la psychologie. Il isole une faculté précise, l'attention contrôlée, celle qui demande un effort. Maintenant, transposez ça à une machine. Le 10 juin, une équipe de recherche menée par Suketu Patel a fait passer ce test au grand modèle de langage, GPT-5, Claude Opus, les plus récents compris. La couverture est tombée le même jour dans Science Daily, puis dans toute la presse spécialisée. Et le résultat est troublant, parce qu'il ne ressemble à aucun échec habituel des modèles. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas les couleurs, et ils n'inventent pas une réponse fausse avec aplomb, comme dans une hallucination classique. Non, ils savent parfaitement faire l'exercice, tant qu'il reste court. Et puis on rallonge la liste, et quelque chose lâche. Chapitre 2, l'effondrement. Tant que c'est court, ça tient. Allongez la liste et regardez le mur arriver. Voilà le chiffre qui retourne la perception. Sur une liste courte de mots colorés, les modèles dépassent les 90% de bonnes réponses. Brillant. Puis l'équipe allonge la liste. Un peu, puis beaucoup. Et la précision ne baisse pas doucement, en pente, elle s'effondre. Certains systèmes passent de plus de 90% à presque rien. Le titre d'un des articles le résume cruellement. Même GPT-5 a échoué à ce test d'attention humain. Ce qui compte ici, c'est la nature de la chute. Le modèle ne devient pas plus ignorant quand la liste s'allonge. La couleur de l'encre est aussi simple à nommé au 40e mot qu'au 3e. Ce qui se dégrade, ce n'est pas la connaissance, c'est la tenue de la consigne dans la durée. Le modèle perd le fil de ce qu'on lui a demandé. Il se remet, peu à peu, à lire le mot au lieu de nommer l'encre. C'est-à-dire à retomber dans l'automatisme, exactement comme un humain fatigué. Sauf que l'humain, lui, garde un seuil de contrôle et la machine, non. Et c'est là que certains chercheurs ont sauté sur le mot qui fâche. Si les modèles n'arrivent pas à maintenir leur attention sur une tâche simple qui s'allonge, alors on touche peut-être une limite de fond. Un titre dans Tech Radar va jusqu'à poser la question directement. Est-ce une faille fondamentale de la pensée des IA, un obstacle sur la route de l'intelligence générale? La formule est forte, peut-être trop, mais elle pointe une vraie question. Est-ce que ces systèmes ont quelque chose qui ressemble à de l'attention ou seulement une virtuosité de surface qui craque dès que la tâche dure? Chapitre 3, automatique contre contrôlé. Deux vitesses de la pensée et la question de savoir si la machine a la seconde. Pour comprendre l'enjeu, il faut un détour par la psychologie, parce qu'elle a un nom pour ce que le test de Stroop attrape. Il y a près d'un demi-siècle, deux chercheurs, Schneider et Shiffrin, ont posé une distinction restée centrale. Il existe deux régimes de traitement dans l'esprit humain. Le premier est automatique, rapide et sans effort, déclenché tout seul. Lire un mot dans sa langue maternelle, reconnaître un visage, ça se fait sans qu'on le veuille. Le second est contrôlé, lent et coûteux, entièrement volontaire. C'est celui qu'on mobilise pour suivre une consigne contre-intuitive, comme nommer l'encre et pas le mot. Le grand public connaît cette idée sous une autre étiquette, popularisée par le prix Nobel Daniel Kahneman il y a une quinzaine d'années. Le système 1, intuitif et instantané, et le système 2, réfléchi et laborieux. Le test de Stroop, c'est précisément le bras de fer entre les deux. Le système 1 veut lire, le système 2 doit l'en empêcher. Et la question que pose l'étude, sous le vacarme des titres, est en réalité d'une grande sobriété. Un grand modèle de langage a-t-il un système 2 ? Possède-t-il un mécanisme de contrôle qui peut tenir une consigne dans la durée contre sa propre pente, ou n'est-il qu'un système 1 colossal, une machine d'automatisme statistique magnifique qui imite l'effort sans jamais le produire? L'effondrement de Stroop pencherait vers la seconde hypothèse. Le modèle brille tant qu'il peut répondre par automatisme et décroche dès qu'il faut de l'effort soutenu. Si c'est vrai, aucune quantité de données supplémentaires ne comblera le trou. Parce que le trou n'est pas un manque de savoir, c'est un manque d'architecture. Chapitre 4.
faille ou artefact. Avant de conclure à la grande limite, et si le test en disait plus long sur nous ? Maintenant, l'honnêteté oblige à retourner l'argument, parce qu'il y a une lecture beaucoup moins spectaculaire et peut-être plus juste. L'effondrement corrèle avec une seule variable, la longueur de la liste. Plus il y a de mots à traiter d'affilée, plus ça casse. Or ça, pour une machine, ça a un autre nom que perte d'attention. Ça ressemble furieusement à une limite de gestion du contexte, de la longue séquence de texte que le modèle doit garder en tête. Autrement dit, on a peut-être mesuré une contrainte technique connue et on l'a habillée d'un mot de psychologie. Et il y a un piège de vocabulaire énorme qu'il faut nommer. Le mot « attention » est déjà, au cœur de ces modèles, un terme technique. Les transformers, l'architecture qui fait tourner GPT ou Claude, reposent sur un mécanisme appelé justement « self-attention ». Mais cette attention-là n'a rien à voir avec l'attention du psychologue. L'une est une opération mathématique qui pondère des mots entre eux, l'autre est l'effort conscient de tenir une consigne. Confondre les deux parce qu'elles portent le même nom, c'est l'erreur de catégorie parfaite. Et c'est exactement le risque de ce genre d'études. On prend un test conçu pour des cerveaux humains, on le plaque sur une machine, et quand la machine échoue, on en déduit qu'il lui manque une faculté humaine, alors qu'on a peut-être juste prouvé que nos tests sont anthropomorphes. Que disent les auteurs, eux ? Ils restent prudents, et montrent un échec robuste et reproductible qui appelle à creuser. La vérité raisonnable est sans doute entre les deux récits. Il y a un vrai phénomène, la consigne ne tient pas dans la durée. Mais le saut de ce constat jusqu'à « voilà pourquoi l'intelligence générale est hors de portée » est une thèse, pas une preuve. Chapitre 5. La grille du praticien. Ce que ça change pour vous, qui faites déjà travailler ces modèles. Sortons du laboratoire parce que ce résultat a une valeur très concrète pour quiconque déploie ces outils. La leçon utile n'est pas « les IA sont stupides », elles ne le sont pas, elles réussissent à liste courte. Ce qu'elle nous apprend, c'est qu'il faut distinguer deux choses qu'on a tendance à confondre quand on évalue un modèle, la justesse ponctuelle et la tenue dans la durée. Un modèle peut être excellent sur une tâche courte et bien cadrée, et lâcher la consigne sur une tâche longue, répétitive, monotone. Et la plupart des démonstrations qui nous impressionnent sont courtes, le piège est là. Concrètement, si vous confiez à un modèle une tâche qui consiste à appliquer la même règle des centaines de fois sur un long document, vérifier une clause après l'autre, classer des centaines de lignes sous la même règle, ne supposez pas que la performance du début tient jusqu'à la fin. Testez la longueur, pas seulement la difficulté. C'est un réflexe d'évaluation simple et l'étude Strop lui donne une base sérieuse. Le signal à surveiller, côté recherche, c'est le jour où un modèle traversera la liste longue sans décrocher. Ce jour-là, quelque chose aura changé dans l'architecture, pas seulement dans la taille, et ça vaudra plus que n'importe quel score de benchmark annoncé en fanfare. Au fond, ce vieux test de 1935 nous rend un service inattendu. Il ne nous dit pas si les machines pensent, mais il nous rappelle que savoir répondre et rester concentré sont deux choses différentes. Chez l'humain, on le sait depuis longtemps. Chez la machine, on commence tout juste à le mesurer. Et tant qu'on ne sait pas tenir la seconde, la première ne suffit pas. Vous écoutiez Test de Strop, la faille d'attention des IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le